Bonjour, bienvenue dans le 12-13 à la une de ce lundi 6 septembre, J-2 avant l'ouverture du procès historique des attentats du 13 novembre 2015. Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, est venu visiter la cour d'assises spéciale, fin prête à accueillir mercredi près de 1800 parties civiles. 20 personnes seront jugées. Justement, qui sont-elles ? On rejoindra en direct Éric Pelletier. Un objet lumineux a traversé le ciel breton cette nuit, accompagné d'un bruit sourd. Spectacle impressionnant partagé par des centaines d'internautes sur les réseaux sociaux. En réalité, c'était un météore. Le succès du vin bio en France ne cesse de se confirmer. Les achats ont été multipliés par 4 en 12 ans. Conséquence, de plus en plus de viticulteurs s'y mettent. Enfin, il fallait prendre ses vacances en septembre cette année. Le beau temps apparaît et il pourrait être un atout pour prolonger la saison touristique. Rencontre avec les chanceux de septembre à la fin de ce 12-13. Dans le kiff actuellement, on n'a rien à envier à la Côte d'Azur. C'est super. On est bien là, nous. Un œil sur le temps et comme je le disais, c'est l'été. Journée ensoleillée et chaude, surtout 29 degrés à Brest, jusqu'à 35 degrés attendus au Pays Basque. Une explosion, un flash qui a illuminé la nuit noire et fait trembler les fenêtres. Fin du mystère ce matin. Un météore a traversé le ciel breton cette nuit. Phénomène spectaculaire qui a été vu et entendu par de nombreux habitants jusqu'au Royaume-Uni. Bernard Apparis, Alain Locasio. Cette nuit, à 23h47, le ciel de Bretagne a été traversé par un immense flash lumineux, suivi d'une violente déflagration. Du nord au sud du Finistère, dans le Morbihan et jusqu'en Normandie, des centaines de témoins ont vécu l'événement. Ce matin, sur le marché de Pleumeur, on en parlait encore. C'était clair comme presque en plein jour. Et la comète est passée vite, ça a duré 5-10 secondes. J'ai vu juste la lumière et en me retournant, j'ai vu la fin en fait du flash. Comme un feu d'artifice qui s'éteint en fait. Un site spécialisé à cartographier les centaines de témoignages. Le phénomène a également été visible dans le sud de l'Angleterre, capté par les caméras du port de Southampton. Le réseau d'observation a permis de tracer une première trajectoire de ce météore. Ce qui s'est passé hier soir, c'est une rentrée atmosphérique d'un objet qui venait de l'extérieur du système solaire, qui allait très vite, 200 fois la vitesse du son, et qui s'est désintégré au-dessus de la Manche. Donc il n'y a vraiment pas de problème de sécurité. Selon les premières analyses, ce fragment de comète pèserait 1 kg. Sa vitesse de pénétration dans l'atmosphère a produit un énorme bruit. Du coup, on se retrouve ensuite avec une déflagration qui est vraiment très impressionnante. À la maison, on a cru d'abord que c'était une armoire qui était tombée parce que c'était vraiment très très violent et très sourd. Les chutes de météores sont fréquentes, 1 par semaine environ, mais il est très rare de les observer aussi bien. C'est un procès hors norme qui va durer plus de 8 mois. Le procès des attentats du 13 novembre 2015 démarre mercredi. La plus grande audience criminelle jamais organisée dans le pays. Pour l'accueillir, une cour d'assises spécialement composée, une salle impressionnante, 750 mètres carrés hautement sécurisée car elle accueillera près de 1800 parties civiles, 330 avocats, 20 accusés. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, l'a visité ce matin. On l'écoute. La France entière va regarder ce procès. Le monde entier va regarder ce procès. Et c'est aussi l'occasion pour notre justice de réaffirmer qu'elle fonctionne avec un certain nombre de règles intangibles qui distinguent la civilisation de la barbarie. Et il est important pour moi de le redire ici. Et justement, devant cette salle d'audience, on retrouve Éric Pelletier en direct. Bonjour Éric. Justement, parmi les 20 accusés, qui sera dans le box, outre bien sûr le détenu le plus surveillé de France, Salah Abdeslam ? Bah oui, vous l'avez dit, une vingtaine d'accusés, 20 au total, et les regards se tourneront d'abord vers Salah Abdeslam. Pourquoi ? Bien parce qu'il est le seul survivant des attaques et qu'à ce titre, il détient bon nombre de secrets, et son attitude à l'audience sera donc scrutée
attentivement. Mais il ne faudrait pas oublier les petites mains du djihad, ces logisticiens présumés, ces convoyeurs présumés qui ont rendu ce projet terroriste possible. Et puis il y aura les grands absents, les ombres de ce procès, 6 mandats d'arrêt, à commencer par le commanditaire présumé des attaques, Oussama Attar, les frères Klein, des Toulousains qui avaient revendiqué cette attaque, et tous sont présumés morts dans les frappes de la coalition, mais on n'a pas de certitude absolue sur ce point. Ces 20 accusés seront donc fixés sur leur sort dans un peu plus de 8 mois, puisque le verdict est attendu à la fin du mois de mai. Merci beaucoup, Eric. Et parce que la salle ne pourra pas accueillir toutes les parties civiles tous les jours, une web radio sera lancée pour leur permettre de suivre à distance les 140 jours d'audience. Les détails avec Morgane Prévost, Florian Olivier et Louis Simondet. Hugo Sarade a perdu la vie à 23 ans au Bataclan. Pour son père, le procès des attentats sera essentiel pour poursuivre son travail de deuil, presque 6 ans après. Mais avec 9 mois d'audience, impossible de se rendre chaque jour au tribunal. Il est assez difficile d'assister en permanence. Donc la web radio est pour nous un point important, pour nous partie civile, puisque ça va nous permettre de suivre à minima donc, les débats. Ça permet aussi d'écouter sans avoir, je dirais, la charge émotionnelle, d'être présent. Un procès hors norme et un dispositif inédit testé pour la première fois en France. Grâce à la web radio, toutes les parties civiles qui le souhaitent peuvent écouter à distance les débats, des liaisons sécurisées qui devraient permettre d'éviter tout piratage. On a souhaité leur permettre de suivre les débats de l'audience depuis où ils veulent d'ailleurs, sur Internet, via un réseau qui sera sécurisé. Ils ont un login mot de passe, c'est vraiment ouvert qu'à eux, avec un léger différé qui nous permettra de couper cette web radio en cas d'incident notable dans la salle d'audience. Mais l'écoute à distance inquiète certains avocats. Ils craignent que l'audition de témoignages particulièrement douloureux ravive des états de stress post-traumatiques, notamment chez les victimes isolées. Alors pour accompagner les parties civiles, un numéro d'appel d'urgence a été mis en place. Des associations ont été mandatées par la Cour d'appel, après discussion avec les associations. Donc c'est Paris Aide aux victimes et France Victimes, pour que les parties civiles devant leur écran puissent appeler un psychologue et puissent encore mieux appeler un psychologue qui soit proche d'elles géographiquement, si jamais elles ont besoin de basculer dans quelque chose, un contact présentiel. Comme désormais tous les procès pour terrorisme, les débats seront aussi intégralement filmés. Une captation pour l'histoire, destinée aux archives nationales. C'était le dernier foyer de résistance aux talibans. La vallée du Panjshir, à l'est de l'Afghanistan, serait tombée. Les talibans ont annoncé avoir pris le contrôle complet de cette région. Manon Bougo. Des talibans hissent leur drapeau dans la vallée du Panjshir. Cette vidéo a été postée hier sur les réseaux sociaux par les combattants eux-mêmes en signe de victoire. Mais impossible de vérifier où et quand elle a été prise. Sur cette autre photo, on les voit poser fièrement devant le siège du gouvernement de la province. Aujourd'hui, dans un communiqué, les talibans affirment avoir pris le contrôle de la vallée du Panjshir. La province du Panjshir, le dernier bastion des traîtres et ennemis, a été conquis. Grâce à Dieu et avec le soutien de notre nation, la province du Panjshir est sous le contrôle de l'émirat islamique d'Afghanistan. Si les talibans assurent avoir pris le contrôle de la vallée, le Front national de la résistance mené par le fils du commandant Massoud dément. Les résistants disent encore détenir des positions stratégiques dans cette zone. Dans une interview accordée à la BBC, leur porte-parole assure qu'ils ne lâcheront pas le Panjshir aux mains des talibans. La vallée, une zone enclavée au nord de Kaboul, n'est jamais tombée aux mains ennemies, ni sous l'occupation soviétique, ni quand l'Afghanistan était sous le contrôle d'Al-Qaïda. Plus que 64 centres commerciaux en France seront soumis au pass sanitaire dès mercredi, au lieu de 178 actuellement. Annonce ce matin en raison de la baisse du taux d'incidence. La règle pour y être soumis, je le rappelle, concerne les établissements de plus de 20 000 mètres carrés dans les départements où le taux d'incidence est au-dessus de 200 pour 100 000 habitants. Les 64 qui restent concernés sont situés dans 9 départements. Vous les voyez pratiquement tous dans le sud-est ainsi qu'en Seine-Saint-Denis. Autre signe que les règles évoluent en temps réel en fonction de l'évolution de l'épidémie. À Caen,
Les serveurs et les restaurateurs soumis au pass sanitaire depuis lundi dernier peuvent désormais retirer leur masque. Un geste pas évident pour tout le monde. Boris Le Tondeur et Valentin Leroux. Les serveurs ont le sourire et ça se voit. S'ils sont obligés d'avoir un pass sanitaire pour travailler, ils peuvent en contrepartie enfin tomber le masque. Le port du masque n'est plus obligatoire effectivement en terrasse et à l'intérieur pour nous, étant donné qu'on reçoit des gens vaccinés, que nous sommes vaccinés. Je ne le porte plus depuis hier, mais ça fait drôle. J'ai plus l'habitude de ne plus avoir de masque. C'est un soulagement. La mesure s'applique dedans comme dehors. Un retour au monde d'avant qui ne semble pas déranger les clients. Moi, ça ne me gêne pas du tout. Non, du moment que maintenant, avec la période, on est vacciné et tout, je trouve qu'on devrait même ôter les masques. Les serveurs, s'ils sont vaccinés encore, ils peuvent l'enlever, mais bon, ce serait peut-être mieux pour eux qu'ils le gardent. C'est d'ailleurs le cas dans ce restaurant. Malgré l'autorisation de retirer le masque, le personnel préfère continuer à se protéger. On pense aux parents, aux grands-parents et à nous aussi parce que malgré qu'on soit vacciné, on peut encore l'attraper, donc on fait attention. Puis même vis-à-vis des clients aussi. C'est encore un peu tôt pour vous Pour nous, ouais, c'est encore un petit peu tôt. Parce que bon, il y a encore des cas, donc non, on préfère attendre encore un petit peu. Les règles changent, mais les pancartes restent. Comme si le monde de la restauration n'était pas complètement prêt à revenir à la normale. Entre retour à la liberté et principe de précaution, certains hésitent encore et s'appliquent leur propre doctrine. Tout de suite, on ne met pas là. Par contre, quand il y avait l'autre soir, il y avait beaucoup de monde, là on le met. Le personnel le met. Par contre, les autres c'est plus obligatoire. C'est plus obligatoire de les conseiller. Masqués ou non, les serveurs ont donc le choix. Ils sont désormais logés à la même enseigne que leurs clients. Fini l'obligation de porter le masque pour se déplacer dans les bars et restaurants. À La Réunion aussi, ça va mieux. 162 cas pour 100 000 habitants. À partir d'aujourd'hui, le confinement en vigueur depuis juillet est donc levé en semaine, maintenu le week-end. Le couvre-feu, lui, est reculé à 21h. Sur place, on retrouve Gaël Mallet. Depuis ce matin, la vie reprend doucement son cours ici à La Réunion, à l'image de cette artère principale située dans le chef-lieu qui retrouve son affluence habituelle. Et pour cause, à partir d'aujourd'hui, terminé le confinement et la limitation des déplacements, le couvre-feu est maintenu, mais il sera en vigueur à partir de 21h à présent, du lundi au vendredi. Une liberté qui sera bridée les week-ends par un confinement partiel et un couvre-feu qui débutera à 19h. Un assouplissement progressif des mesures de freinage qui est dû à une stabilisation de la crise sanitaire ici à La Réunion, à l'image du taux d'incidence qui a été divisé par 2 en 4 semaines. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est la diminution du nombre de patients en réanimation. Des indicateurs plutôt encourageants, mais qui restent sous étroite surveillance. Le préfet a insisté, il pourrait revenir à tout moment sur ces mesures. Et précisons aussi que la situation reste fragile et qu'un rebond épidémique aujourd'hui n'est pas écarté ici à La Réunion. C'est un match qui n'aura duré que 5 minutes. Hier soir, la rencontre Brésil-Argentine a donné lieu à cette scène surréaliste. Alors que tout le monde attendait les retrouvailles entre Lionel Messi et Neymar, des autorités ont interrompu le match. 4 joueurs argentins sont en effet accusés de ne pas avoir respecté le protocole sanitaire. C'est le train du futur de plus en plus proche. Le train à hydrogène d'Alstom est présenté en ce moment même pour la première fois en France. C'est à Valenciennes. Pour cette révolution, nous suivons, une fois n'est pas coutume, l'Allemagne. Cécile Delaguerre-Rivière, Julien Vigard. Présenté ce matin, ce qui sera peut-être le train du futur, un train à hydrogène Alstom qui n'émet pas de CO2. Cette technologie existe déjà en Allemagne depuis 2 ans, avec un train ici 100% à hydrogène. L'été dernier, nous étions montés à bord à plus de 100 km/h. C'est beaucoup plus doux, une meilleure sensation. Ici, seule de l'eau est rejetée. L'eau va sortir sous forme de vapeur au-dessus du toit. Et avec la condensation, une autre partie sera rejetée sous forme liquide par ce tuyau et coulée sur les rails. Pas besoin de lignes électrifiées donc. L'hydrogène se mélange à l'oxygène et se transforme en énergie. Mais il y a des bémols. Le prix d'abord, chaque rame devrait coûter 14 millions d'euros à la France. C'est 2 fois plus qu'une rame diesel classique. Ensuite, cette énergie n'est pas encore totalement verte, selon cet expert. À l'utilisation, ils sont effectivement écologiques. Encore faut-il que la production du carburant, de l'hydrogène,
soit elle-même écologique. Aujourd'hui, une grande partie de l'hydrogène produit dans le monde est produit à partir de composants fossiles, disons. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire pour produire de l'hydrogène vert. En France, une technologie hybride a été choisie, à la fois de l'électricité et de l'hydrogène, pour des trains qui circuleront dès 2025. À terme, la SNCF entend supprimer toutes ses locomotives diesel d'ici 2050. La France est le deuxième pays consommateur de vin au monde, derrière les États-Unis, et de plus en plus de consommateurs de vin bio. Les achats se sont multipliés par 4 en 12 ans. Le nombre de viticulteurs bio suit donc le mouvement. Juliette Coulet, Bruno Giraudon. Ça va Céline? Ça va et toi? Oui, ça va. Des vendanges sans bruit de tracteur, seulement celui des sécateurs. Dans ce domaine bordelais, Néa Berglund a décidé de passer au bio. Elle a repris l'exploitation familiale et désormais aucun pesticide dans ses vignes. Moi, je suis de cette génération de consommateurs que j'ai consommé du bio depuis que je suis tout petit. C'est pas un choix en fait, pour moi c'est naturel. La Finlandaise vendange ici depuis sa naissance. Voilà 3 ans qu'elle a converti son vignoble au bio. Comme elle, ils sont de plus en plus nombreux à s'y mettre. En 10 ans, les surfaces cultivées en bio ont presque triplé, de 50 000 hectares en 2010 à 137 000 l'année dernière. Une conviction pas toujours facile à suivre. En 2020, Néa Berglund a perdu presque la moitié de sa production à cause du mildiou, une maladie qui s'ajoute à tous les aléas climatiques. Il y a du gel, du grêle, les problèmes, les maladies, on a plein de problèmes quand on est vigneron. Après, le bio, je ne trouve pas que c'est un sacrifice, au contraire. Néa Berglund sait que son choix va payer. Son vin aura le label bio en mars prochain. Elle espère attirer davantage de consommateurs. Ces bouteilles sont déjà vendues dans cette cave bordelaise, spécialisée dans le bio et le naturel. Il met combien à peu près? Jusqu'à 30 €. Ici, les clients sont convaincus. J'ai été amenée à goûter et c'était pas mauvais. Et c'est aussi bon, donc autant partir sur du bio. Ils commencent tous à se mettre au bio, donc ça peut être sympa de tester. Et je pense que c'est pour notre écologie, c'est vraiment mieux. De toutes les bouteilles de ce mur, seulement des vins bio ou en conversion. Ce caviste a vu son chiffre d'affaires doubler en 10 ans. Il y a une quinzaine d'années, on passait un peu pour les hippies du vin, là où maintenant c'est une norme qualitative et où les vignerons qui sont en biodynamie, qui sont en bio, sont ceux qui ont le moins de problèmes de commercialisation. Depuis 2010, le marché du vin bio a été multiplié par 4, jusqu'à frôler l'année dernière 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Le vin bio à boire avec modération, bien sûr. Qui en veut aux randonneurs? Des clous ont été découverts sur plusieurs chemins communaux en Haute-Savoie. Un dossier pris très au sérieux. Les élus se mobilisent et une enquête est en cours. Nathalie Rapuc, Christian Mathieu. Ah mais ils sont plans. L'été semble démarrer partout en France, à croire qu'il fallait prendre ses vacances en septembre cette année. Certains ont cette chance, comme ceux que nous avons rencontrés en Bretagne, où les campings et les hôtels affichent quasi complets jusqu'à la fin du mois. Reportage Romuald Bonan, Myriam Thiebaud. Ciel azur, 26 degrés dans l'air et des plages bondées pour les touristes de septembre. Carnac a clairement le goût des vacances. C'est l'idéal, on profite des derniers jours de vacances pour s'adonner un peu au plaisir de l'eau avant de retrouver le travail. Je te dis que je tourne, tu te remets dans l'axe du bateau. Une belle fréquentation touristique qui réjouit ce responsable d'une école de sport nautique. Je ne sais pas si c'est lié au Covid et à la période qu'on a traversée et qu'on espère, dont on espère sortir, mais les gens sont en demande d'activités de loisirs, et du nautique et du terrestre. Ces deux couples de retraités des Yvelines sont arrivés mardi avec leur camping-car. Pour l'instant, ils profitent et n'ont pas de date de retour. Mais dans le kiff actuellement, on n'a rien envie à la Côte d'Azur. La vie c'est quoi? Alors on y va! Il est temps d'aller pousser. C'est la fin de ce 12-13. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, le retour de Météo à la carte. Ce soir, vous retrouverez Carole Gessler pour le 19-20. Très bel après-midi. À demain. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.